Bonsoir mesdames et messieurs. Si j'ai bien compris, en 5-10 minutes, je parle des perspectives de crise, et puis ensuite c'est un jeu de questions-réponses. Ça me va très bien. Les perspectives de crise, j'ai pas grand-chose de nouveau à dire par rapport à ce que j'ai déjà dit par le passé, ou à ce que j'ai pu écrire dans mes bouquins. Tout simplement parce qu'il se passe à peu près ce qu'on pouvait prévoir. Il n'y a pas de grande surprise. Pour l'instant, on assiste à une sorte de danse du ventre permanente des classes dirigeantes pour essayer de fasciner les peuples et leur faire croire qu'on fait quelque chose, qu'on a des réponses. Ça ne correspond absolument à rien de sérieux. Si on analyse un peu la structure de ce qu'il a été décidé d'appeler une crise ce soir, on pourrait aussi appeler ça un effondrement, ça serait plus juste, on va dire une crise. C'est une crise qui se construit à peu près à 3 niveaux. Il y a des phénomènes conjoncturels qui ont été les déclencheurs. Un premier phénomène conjoncturel qui a été la crise des subprimes, qui a servi de détonateur en quelque sorte à une crise générale de l'endettement privé aux États-Unis. Puis un deuxième phénomène conjoncturel qui est arrivé 4 ans plus tard, qui est la crise dite des dettes publiques, celle-là est partie de l'Europe, avec plus précisément la Grèce, et qui, pour l'instant, continue en quelque sorte à brûler un peu comme une mèche lente, qui va mettre le feu aux poudres dans pas très longtemps, mais qui n'a pas encore produit sa véritable explosion. Ce premier niveau, donc ça ce sont des phénomènes conjoncturels, c'est le seul niveau où nos classes dirigeantes agissent réellement. Elles agissent réellement en essayant de neutraliser les détonateurs. On a des mèches qui courent comme ça, pof, il y a la mèche endettement privé aux États-Unis qui s'allume. Alors on tape dessus avec des programmes type TARP, etc. Et bof, on éteint cette mèche-là. Puis il y a une autre mèche qui s'allume, les dettes publiques en Europe. On tape dessus avec, alors là, un exercice absolument surréaliste, consistant à organiser petit à petit, sans le dire, en le cachant, le défaut inévitable de l'État grec, mais le moins possible, pour que ça fasse le plus mal possible aux Grecs quand même. C'est le petit jeu auquel on joue depuis 2 ans, c'est absolument drôle vu de l'extérieur et atroce, j'imagine, si on est grec. Et tout ça, ce sont des actions sur des événements en fait conjoncturels. Ensuite, en profondeur, il y a une crise structurelle qui est beaucoup plus difficile à régler, évidemment, et qu'on peut résumer de façon très simple. C'est une crise structurelle de l'économie financière. Il y a aujourd'hui dans le système financier international, c'est difficile d'être très précis, mais enfin probablement, je dirais 3 fois la masse de dettes que les débiteurs peuvent assumer. Tout simplement, on a fabriqué depuis plusieurs décennies des masses de dettes qui ne sont pas assumables. Et en contrepartie de ces dettes, on a évidemment des actifs monétaires qui sont totalement fictifs. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on pourra évoquer plus loin dans le courant de la discussion, si vous voulez, qui montrent que le système financier international aujourd'hui, c'est une pyramide à l'envers, ne repose que sur cette masse de créances irrecouvrables. Et ce problème-là, le problème structurel du système financier international, les classes dirigeantes ne le résolvent pas du tout. Pour l'instant, elles éteignent les mèches au fur et à mesure qu'elles s'allument pour que ça ne mette pas le feu à cette masse explosive, dévastatrice, le constat en réalité de la faillite pure et simple de tout le système financier international. Et puis, derrière ce niveau-là, donc je disais, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau des causes structurelles financières. De façon plus profonde, il y a, si on va au fond des choses, des causes structurelles économiques au sens non financier du terme. En fait, ces masses de dettes qu'on a aujourd'hui dans le système, pourquoi elles ne sont pas soutenables? Parce que pour qu'elles soient soutenables,
il faudrait qu'on puisse espérer dans les 40 ans qui viennent des taux de croissance très élevés à l'échelle globale, et y compris en Occident. C'est sûr que si on avait en perspective un doublement du PIB tous les 15 ans dans les 30 ans qui viennent, en termes réels, on pourrait soutenir ces masses de dettes, parce qu'à partir de là, si vous voulez, la richesse qui est créée permet de rembourser ces dettes. Mais ce n'est pas le cas. Et donc là, on tombe sur des causes structurelles encore plus profondes, qui sont les vraies causes en dernière analyse, et qui se ramènent à mon avis à trois grands phénomènes. D'abord, la faillite de la dominance occidentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème du monde, c'est quand même principalement l'Occident, même si ce n'est pas le seul. Ensuite, la fin, d'une certaine façon, de l'espérance d'une croissance indéfinie de la civilisation industrielle. On voit bien qu'elle bute sur un certain nombre de limites écologiques, énergétiques. Et puis d'autre part, un phénomène qui est plus difficile à identifier, plus difficile à décrire, et qui est tout simplement le basculement progressif de parts de plus en plus importantes de l'humanité dans une sorte de grande crise générale des représentations, si on peut dire d'une certaine façon, qui se manifeste de façon très diverse selon les endroits sur la planète, mais qui en fait se manifeste à peu près partout, et qui vient s'ajouter à ces deux phénomènes de fond que sont donc la crise de la dominance occidentale et les limites de la civilisation industrielle. Et alors sur ces enjeux-là, c'est-à-dire sur les enjeux de fond les plus profonds, les classes dirigeantes ne font rien. Déjà, elles font rien, je vous disais, en réalité, sur les causes structurelles financières, mais sur ce qu'il y a encore derrière, elles ne font absolument à ce stade rien de sérieux, juste un chiffre pour rire, parce que moi personnellement en tout cas ça m'a fait rire. Quand en 2008-2009 il a fallu sauver en catastrophe le système financier américain pour éviter l'implosion de tout le système financier mondial en réalité, en tout, alors c'est difficile à dire exactement parce que vous avez une opacité sur les comptes qui est un peu inquiétante, il y a des chiffres divers qui circulent. Il ne faut jamais perdre de vue que la Federal Reserve a des actionnaires, que ces actionnaires ont du hors-bilan, ce qui veut dire que la Fed a du hors-bilan en réalité, ce qui veut dire que quand on parle des comptes de la Fed, on parle de ce qu'il y a dans le bilan, tenu par des gens qui ont été dans les mêmes écoles comptables que M. Andy Fasto, le comptable d'Enron. Donc si vous voulez, à partir de là, il y a une certaine inquiétude. Enfin bon, si on s'en tient aux chiffres officiels, ils ont dû mettre sur la table 2000 milliards, 2500 milliards de dollars, ou quelque chose comme ça, dont 20 milliards de dollars pour les énergies renouvelables. Par contre, là, on a fait une énorme communication sur les énergies renouvelables. Donc moi, ça m'a fait rire de voir l'énorme communication sur le fait qu'il y avait un grand programme aux États-Unis pour sauver les énergies renouvelables. On a mis 20 milliards de dollars dessus, puis à côté, on a mis 2000 milliards de dollars pour sauver les banques. Bon, ça dit tout, à mon avis, sur la réalité de l'action des classes dirigeantes. Alors à partir de là, quelles sont les perspectives de crise, sachant qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de nos dirigeants? Je vais vous donner mon avis, sachant que je ne suis pas Nostradamus. Je pense que là, en ce moment, je ne veux pas faire peur aux gens, hein, je le dis parce que c'est ce que je crois, ce qu'ils sont en train, en réalité, au niveau des décideurs, de décider, parce que de temps en temps, il faut qu'ils prennent vraiment une décision, c'est est-ce qu'ils vont s'en sortir avec ou sans la guerre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la vraie question qu'ils se posent. On voit des choses qui se passent là en Libye, en Syrie, ça bouge un peu partout. Bon, moi j'ai rien contre les tribus de Cyrénaïque ou la classe moyenne syrienne, c'est sûrement des gens très sympathiques, mais enfin pourquoi, comme ça d'un seul coup, tous ces gens-là se mettent à vouloir la démocratie au moment précis où l'appartement d'État veut le ramener, c'est quand même marrant. Donc on voit bien qu'il y a des tentations bellicistes, qu'il y a des blocs, on entre dans une logique de bloc là qui se met en place de façon très nette, avec un bloc, on va dire, États-Unis, Grande-Bretagne, Israël, plus quelques satellites, dont hélas la France, qui fait face de plus en plus clairement à un bloc Chine-Russie.
Et on voit très bien qu'on revient sur des logiques de la guerre froide. On est en train de vivre le début d'une nouvelle guerre froide, en tout cas ça y ressemble, avec des Russes et des Chinois qui finalement laissent tomber la Libye de Kadhafi parce que c'est loin, c'est pas dans leur périmètre de sécurité, mais qui disent clairement au niveau de la Syrie, non là vous êtes dans notre périmètre de sécurité, vous avancez pas, et donc des heurts, des frictions qui se produisent et dont on ne sait pas si elles vont dégénérer pour déboucher sur des explosions pures et simples. Et je pense que ce qui se décide en ce moment, c'est est-ce que, comme il n'y a pas de solution, il va bien y avoir un moment, si vous voulez, où il va falloir constater la faillite globale du système. Est-ce que pour dissimuler cette faillite, on choisit la guerre, le grand coup de pied dans la fourmilière? Ou est-ce qu'on estime qu'on peut gérer autrement? À mon avis, en ce moment, c'est les décisions qui sont en train d'être prises. Je ne peux pas vous dire quelles décisions vont être prises. Ce que je peux vous dire, c'est que, si c'est la guerre, faites vos jeux, rien ne va plus. Hein. Là, c'est sûrement pas quelqu'un qui a quelques vagues compétences en économie ou ce genre de choses qui peut vous dire quoi que ce soit. Allez demander ça à des experts militaires pour savoir à quelle vitesse vous vous ferez vitrifier. Bon. Si ce n'est pas la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à mon avis, là pour l'instant, il y a eu une sorte de trêve, de suspension partielle des attaques contre la zone euro. Je pense que ça doit être pour l'élection présidentielle française. Moi, je ne crois pas à l'existence encore aujourd'hui, si vous voulez, de marchés qui fonctionnent normalement. Je n'ai rien contre les libéraux, ni contre la théorie libérale classique. Elle n'est pas inintéressante et elle peut, à condition de ne pas être un paradigme limitatif et dans lequel on s'enferme, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Mais aujourd'hui, ça me paraît fondamentalement dépassé. Je pense qu'il y a des acteurs qui ont un pouvoir de modélisation sur le système qui est tel, en particulier au niveau de tout ce qui est marché dérivé, qu'on n'est plus en fait dans une économie capitaliste, on n'est plus dans une économie, enfin si on est dans une économie capitaliste, mais plus dans une économie capitaliste libérale, à l'ancienne, on est entré dans autre chose, une sorte d'économie centralisée, mais en fait où ce ne sont plus les États qui sont planificateurs, et ils ne le sont plus, et les planificateurs n'agissent plus de façon visible. C'est quelque chose de très bizarre. Il y a des centres de décision très puissants qui relèvent du domaine privé et qui orientent les choses, qui manipulent les marchés. Je crois que ça existe. Je pense que le taux de contrôle, si vous voulez, de quelques institutions anglo-saxonnes, on va dire, pour simplifier, sur les marchés dérivés concernant les warrants, concernant la dette publique, est tel qu'en pratique, tout ça est piloté. Et quand on voit qu'il y a des attaques spéculatives très violentes sur la zone euro, ça peut être pour rapporter de l'argent, bien sûr, aux spéculateurs, au passage, mais je pense aussi que derrière, il y a des enjeux géopolitiques, tout simplement. Et à mon avis, là, ils ont un petit peu levé le pied pour l'élection française. Parce que la France est un pion décisif sur l'échiquier aujourd'hui. Si elle venait à quitter l'orbite anglo-américain, on va dire, à mon avis, c'est terminé. C'est le grand basculement, parce que si la France quitte cette orbite, l'Allemagne suivra son tropisme, qui la pousse elle aussi à s'éloigner. Bon. Donc ce qui se passe en ce moment avec l'élection française est très important pour les gens qui organisent ces attaques contre la zone euro. Donc ils ont suspendu temporairement leurs attaques. Et s'ils les redéclenchent, ce sera parce qu'à un certain moment, ils ont estimé que pour cette élection, ils avaient intérêt à mettre un coup de pression avant. C'est-à-dire que je pense je ne veux pas faire dans le complotisme, mais je regarde très attentivement ce qui se passe entre la communication de M. Sarkozy et ce qui se passe au niveau des places boursières. Bon, je ne dis pas que tout est piloté, je ne dis pas qu'il y a quelque part quelqu'un qui décide de tout, mais enfin, la vitesse à laquelle Nicolas Sarkozy s'engouffre dans la brèche pour souligner qu'il est l'homme qui peut stabiliser les choses à court terme, au moment précis où l'Espagne subit une petite attaque apparemment sur ses marchés,
Bon, je ne veux pas trop en dire, je ne veux pas tirer des plans sur la comète, mais enfin regardez, posons-nous les questions, quoi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bref, de toute façon, pour les perspectives de crise, ça ne changera pas grand-chose à terme, c'est-à-dire que là, il y a une pause temporaire, et puis ça va revenir, d'une façon ou d'une autre. Ça va revenir, je pense, après l'élection présidentielle française, peut-être un peu avant, on verra. Ça va revenir parce que de toute façon, le système est bel et bien au bord de la faillite. Enfin, je veux dire, quand Nicolas Sarkozy dit, il y a quelques semaines après le défaut partiel de la Grèce qui a été maquillé en restructuration, c'est très drôle, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, la Grèce a fait défaut, mais on a réussi à ne pas l'annoncer. Alors on a dit que c'était une restructuration, même, bien que ce soit une restructuration, les agences de notation ont classé la Grèce en défaut partiel temporaire. Pourquoi temporaire, je ne comprends pas très bien. Et les CDS ont été activés, mais c'est pas grave, il n'y a pas de défaut. Enfin, c'est très bizarre hein, comme époque. Bon. Après la Grèce, logiquement, ce qui va se passer, c'est que ça va se déplacer vers le Portugal et l'Espagne. Quel est l'objectif exact des spéculateurs, à part de faire beaucoup d'argent? À mon avis, c'est de faire exploser la zone euro au moment précis où ils le souhaitent. Pas trop tôt, pas trop tard. Et je pense qu'ils veulent tenir le truc suffisamment longtemps pour obliger les Européens à comprimer leur croissance déjà à tonnes, et pour rapatrier du capital vers l'anglosphère au fur et à mesure que les tensions spéculatives vont monter sur la zone euro. Puis à un moment, quand ça les arrangera, mais ça il faudrait être dans le secret des dieux pour savoir quand est ce quand, on aura forcément une explosion de la zone euro. Ça ne peut pas ne pas arriver si vous voulez, c'est-à-dire que quelles que soient les mesures qui vont être prises, quels que soient les affichages qui seront pris au niveau des dirigeants européens sur le fait que on va mettre en place des dispositifs de solidarité intereuropéenne, on va mettre en place des dispositifs de verrouillage où pratiquement, bon, c'est l'Union européenne qui dira aux États européens s'ils ont le droit de faire du déficit ou pas. Ça ne tiendra pas. On le voit bien, ça ne tiendra pas. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Grecs ils vont avoir 5 points de moins sur leur PIB cette année, et l'an prochain encore 5 points de moins, puis l'année d'après encore 5 points de moins, puis ça continue comme ça éternellement. C'est pas possible. Le fond du problème, c'est que la Grèce ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. C'est impossible, ça ne marche pas. Donc finalement, ça explosera. Parce que ce qui est vrai des Grecs est vrai de beaucoup d'Européens, à des degrés divers. Donc ça explosera. Je ne peux pas vous dire si c'est tout de suite ou dans quelques années, mais ça va exploser. Bon. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui va se passer à travers un désordre monétaire qui va se créer pour nous, Européens, c'est que, bon an, mal an, les oligarchies, les classes dirigeantes vont essayer de gérer ce qu'elles ont à gérer en réalité si elles ne font pas le choix de la guerre, et là c'est extrêmement brutal, c'est-à-dire la réduction très forte du niveau de vie des populations occidentales, des populations européennes. Vous êtes dans un environnement de libre-échange. Là, en ce moment, il y a un pays qui est en train de tirer la croissance mondiale, c'est la Chine. Elle le fait en remontant ses salaires. Bon, il y a un moment où il va falloir, au fur et à mesure que les Chinois montent, que les Occidentaux descendent. Ça a commencé aux États-Unis. Par exemple, on vous parle beaucoup aux États-Unis. Quand on parle des États-Unis en ce moment, on vous parle beaucoup de la relance de l'industrie américaine. Bon, juste ce qu'on oublie de vous dire, c'est que General Motors, pour se relancer, a divisé pas mal de ses salaires de base par 2. Ça, on vous en parle moins. Hein?
Je vois des gens dans la salle qui sont interloqués, mais par deux. Je dis bien par deux. Bon, au niveau des salaires de base. Bon, et ben ils vont essayer de gérer ça, bon an, mal an, et à mon avis, ils le feront par une confiscation complète des libertés démocratiques. Donc à un moment, il faudra savoir si les peuples se révoltent ou s'ils se laissent faire. Et pour moi, la perspective de crise, je ne vous le cacherai pas, c'est plutôt qu'ils vont se laisser faire. Je ne crois pas beaucoup à la possibilité de la révolte. Voilà, j'ai fini mon court exposé et j'attends vos questions. Parmi les éléments structurels de crise, vous n'avez pas parlé de l'effondrement démographique, puisque la planète n'assure plus, à part la faillite, le renouvellement des populations. Vous parlez de création de richesse, d'augmentation du PIB. Or, depuis le jeu pétrolier, on ne crée plus de richesse, on crée des déchets. Donc, si on crée plus de déchets, on crée encore plus de richesse. Et le dernier élément, c'est en Europe, en Occident en tout cas, la baisse du niveau culturel. Est-ce que ça peut éventuellement être changé? Et derrière, puisque vous êtes un peu cofondateur du principe, comment la BAD s'insère dans l'après-crise? Excusez-moi, dans l'après-crise. Alors, au niveau démographique, pour l'instant, ce n'est pas le problème. Pour l'instant, ce n'est pas le problème. Ça le sera plus tard. Mais la crise actuelle n'est pas liée à des problèmes démographiques. Parce que, si vous voulez, les phénomènes démographiques sont des phénomènes qui produisent leurs effets de façon certaine. C'est un des rares domaines où on peut faire des prévisions. Mais ils les produisent lentement, sur le long terme. C'est sûr que dans 15 ans, dans 20 ans, un pays comme l'Allemagne aura de très très gros problèmes de compétitivité, parce qu'elle sera trop vieille. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est peu le cas. Je veux dire, vous regardez la pyramide des âges, vous regardez les besoins en main-d'œuvre d'une industrie qui, grâce à la robotique, a de moins en moins besoin en fait de main-d'œuvre. Pour l'instant, à ce stade, même dans un pays comme l'Allemagne, la démographie n'est pas encore un handicap. Ça va le devenir dans 15 ans ou dans 20 ans, mais pour l'instant, non. C'est un peu la même situation d'ailleurs pour la Chine. C'est un peu pareil. Effectivement, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va arriver, ça sera un facteur de crise de plus. Mais pour l'instant, il n'est pas encore là. Pour l'instant, ce n'est pas ça qui provoque le problème. Ce qui provoque le problème aujourd'hui, c'est plutôt la croissance démographique qui arrive à son terme, mais dont on voit les effets. C'est-à-dire qu'effectivement, si on était encore sur une Terre à 3 milliards d'habitants, ça serait plus simple. Ça serait plus simple. Je veux dire, on peut plus facilement avoir 3 milliards d'habitants qui convergent vers un revenu, vers un niveau de vie à peu près comparable à celui des Occidentaux aujourd'hui, que 7 milliards. Donc en fait, là, je suis assez brutal dans mon constat, excusez-moi. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est trop nombreux, c'est pas encore qu'on est trop vieux. Ça le deviendra dans, à mon avis, 15-20 ans. Ensuite, alors le deuxième point, je ne me souviens plus, excusez-moi. En fait, dans la production, il n'y a plus de création de richesse, mais de la création de déchets. Les rapports entre les producteurs et les inactifs, enfin les non-producteurs, est de plus en plus... La post-industrialisation n'a pas fonctionné. Et maintenant, on a un producteur dans l'industrie ou l'agriculture pour 9 personnes qui n'ont même pas la tranche de mammouth dans la grotte. Ouais. Alors d'abord, on peut applaudir les génies qui ont piloté l'évolution de l'agriculture, en particulier en Europe, depuis 40 ans. Hein. Il faut quand même dire chapeau. Donc, je vous rappelle la logique. Ce qui coûte, c'est les emplois. Donc, pour mesurer la productivité de l'agriculture, il faut réduire constamment le numérateur d'un ratio où on marque les emplois divisés par le nombre de tonnes de produits. Et donc, on va diminuer le nombre d'emplois et on dit qu'on fait une agriculture productive. C'est la logique.
de ces génies prodigieux. Grâce à eux, nous avons une agriculture Frankenstein, avec des cochons qui ne survivraient pas 2 jours si on les sortait de l'environnement clos pour lequel ils ont été conçus, des sols qui sont en train de mourir. Bon, enfin, si on sort du délire productiviste, entre guillemets d'ailleurs, moi j'appelle même pas ça du productivisme, pour moi franchement c'est de la connerie à l'état pur, hein. Je veux dire, il y a un moment il faut appeler les choses par leur nom. Si on sort de là, c'est un désastre sur le plan de la production. C'est un désastre sur le plan de la production. Donc déjà, l'agriculture, effectivement, production, désastre. L'industrie. Alors là encore, il faut applaudir les gens qui ont géré tout ça, c'est génial. Donc, ils savaient depuis très longtemps qu'ils allaient devant un problème énergétique et ils ont conçu tous les schémas industriels pour des chaînes logistiques les plus longues possibles, à la plus grande distance possible, et avec des nœuds dans le réseau qui sont cruciaux et fragiles. Par exemple, il y a une chose, là encore, j'ai remarqué, les médias n'en ont pas parlé, beaucoup de producteurs d'automobiles, l'an dernier, ont eu une chute très forte de production. Ça s'est fait, je crois, vers l'été de l'an dernier. La production mondiale d'automobiles a baissé de 20-30% parce que certains producteurs ont une chute très brutale. Pourquoi? Parce que ces producteurs dépendaient pour une des pièces de l'électronique embarquée d'un truc précis qui n'était fabriqué qu'à un seul endroit dans le monde. Ou 2 endroits, enfin je sais plus, une grande partie de leur chaîne logistique venait de là, disons en tout cas. Au Japon, près de Fukushima. Pof, tout s'arrête. Bon. C'est très intelligent de rentrer dans des logiques comme ça d'hypercentralisation, avec des chaînes logistiques les plus longues possibles, avec des... Par exemple, le commerce extérieur chinois aussi, c'est drôle. La Chine importe, je crois, 30% de son PIB et exporte 35% ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, ils importent énormément de composants et ils réexportent des trucs qu'ils ont assemblés. Hein. L'usine du monde, elle a elle-même des sous-traitants maintenant un peu partout. Alors je ne veux pas donner les chiffres précis, parce que bon, les chiffres, vous savez, de tête, il faut se méfier, mais c'est très important, c'est très significatif. Et tout ça, bien sûr, ça passe sur les containers. Le container, ça a été l'arme de destruction économique massive. À partir du moment où vous avez inventé le container, le cargo, la réduction des prix du fret maritime, vous avez un monde où temporairement les contraintes géographiques disparaissent. Donc on arbitre toutes les chaînes de production, tous les investissements, tout, dans l'hypothèse de on va pouvoir continuer à faire comme ça voguer des containers partout sur la planète pour pas cher. Même avec l'explosion du pétrole, ça va pas durer. Non, ça va pas durer. Non, ça va pas durer, c'est évident. C'est un château de cartes. C'est-à-dire que on a construit au niveau de l'économie productive un truc effectivement super efficace à court terme. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est sûr que vous avez un truc super efficace. Dans l'immédiat, c'est impressionnant. Vous avez des voitures aujourd'hui qui sont belles, qui sont sûres, qui, je veux dire, quand vous remontez quelques décennies en arrière, pour avoir des voitures de cette qualité, il fallait payer très cher, quoi. Moi, quand je me souviens, quand j'étais jeune homme, ma première bagnole où j'ai roulé un peu dedans, c'était une vieille Dodge. Après, quand j'ai roulé dans une Twingo, je me suis dit quand même, on a fait des progrès, quoi. On ne peut pas dire le contraire, quoi. Mais c'est efficace à court terme. Seulement, le problème, c'est que c'est un château de cartes. Tout ça, ce sont des architectures de production et surtout d'acheminement qui sont très fragiles
et qui ne sont pas réellement dévulnérabilisables en cas d'accident systémique majeur. Il faut voir une chose, c'est que ça c'est un phénomène dont beaucoup de gens d'ailleurs je crois n'ont pas conscience. Le taux de défaillance qu'on observe dans un système n'a pas le même comportement selon que ce système est très intégré ou qu'au contraire les éléments qui le composent sont disjoints sur beaucoup de fonctions qu'ils tiennent. Quand vous êtes dans un système peu intégré, le taux de défaillance globale du système, c'est une fonction à peu près finalement linéaire par rapport au taux de nœuds dans le réseau en quelque sorte qui sont en panne. Bon, si vous avez un réseau de 100 nœuds qui dépendent assez peu les uns des autres, chacun d'entre eux fabrique un truc de son côté. Si vous avez 10 nœuds en panne, vous avez à peu près 10% de ce que produisait le réseau qui ne sort plus à la fin. C'était peu intégré. Maintenant, si tout est intégré avec tout, chaque nœud dépend de 20 autres nœuds, disons, dans le réseau. Vous pouvez très bien avoir 10, 15, 20 nœuds en panne, mais comme ils se dévulnérabilisent les uns par rapport aux autres, comme ils font en quelque sorte les uns par rapport aux autres une fonction de secours, votre réseau, pour l'instant, il fonctionne parfaitement. En fait, il y a 20% de ces composants en panne, mais vous ne voyez pas qu'il y a des pannes. Si vous regardez juste le produit qui sort, à la fin, tout marche bien. Et puis, il y a un seuil. Il y a un seuil où tout va se renverser. Parce que là, vous arrivez au moment où il y a suffisamment de nœuds en panne et sur des ressources suffisamment critiques pour que les pannes se communiquent à travers ce réseau surintégré. Et là, d'un seul coup, tout tombe en panne. C'est-à-dire que la courbe, ça fait un S, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est un phénomène dont peu de gens ont conscience, et c'est un phénomène qu'il faut garder en tête sur ce qui risque d'arriver à cette économie surintégrée et un peu château de cartes, quoi. Ça ne veut pas dire que demain, ça va se produire. Bon. Mais il faut toujours le garder en tête. On est sur un système château de cartes. Et on peut avoir des surprises sur son comportement. Alors on nous a vendu effectivement le passage à l'économie de la connaissance, machin, tout ça. Ouais. Bon, le fond du problème a été résumé avec brutalité mais exactitude par M. Brzezinski, qui est une de mes références. Je veux dire, c'est un type personnellement qui m'impressionne, parce que là au moins on ne parle pas pour ne rien dire. Il a dit que d'après lui, dans l'avenir, l'appareil productif tournerait avec à peu près 20% de la population, et il allait falloir trouver à quoi occuper les 80% restants. Alors, sa théorie, c'est le tititainment, c'est-à-dire en gros, on va les occuper en les transformant en crétins intégraux, à qui on vendra une espèce de modèle low cost et ultra virtualisé de pseudo-consommation, c'est-à-dire tout le monde mangera avec des tickets de pain, mais vous aurez des repas de luxe en hologramme sur votre table si vous voulez. Bon. Et on vous fera vivre comme ça dans le monde virtuel. À mon avis, c'est la principale échappatoire à laquelle nos classes dirigeantes peuvent penser s'ils n'ont pas décidé de faire la guerre. Moi je crois, effectivement, je fais partie des gens qui croient que M. Brzezinski est un parfait salaud, mais qu'il est infiniment plus franc et honnête que les mecs qui pipotent sur l'économie de la connaissance, c'est l'avenir de l'humanité. Voilà. Bon. Peut-être que je me trompe, hein, mais non, je crois pas. Je crois que la réalité, c'est ce que dit Brzezinski. Voilà. Et votre troisième question, c'est qu'est-ce que la BAD peut jouer, quel rôle la BAD peut jouer là-dedans, c'est ça ? Pardon ? Après l'effondrement. Alors, la BAD, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le concept, c'est la base autonome durable. C'est un concept qui a été introduit dans un bouquin que j'ai co-signé avec M. Serge Ayoub et un monsieur qui a gardé l'anonymat en se faisant appeler M. Thibault, qui s'appelait G5G, pour guerre de 5e génération. La notion de guerre de 5e génération étant elle-même l'idée que la population pouvait répondre à la guerre qui lui était faite par les classes dirigeantes
Guerre que nous avons à s'associer à ce que les stratèges américains appellent depuis une vingtaine d'années la guerre de 4e génération, c'est-à-dire la guerre qui implique toutes les sociétés dans toutes leurs dimensions. La guerre de 5e génération, pour nous, c'était la guerre que la population pouvait faire en défendant sa capacité à produire du sens, sa capacité à vivre sa vie en fonction de ses propres déterminations. Et on disait en gros que ça passait aussi par la définition d'une infrastructure libératrice. Parce qu'en fait, sans tomber dans des grilles de lecture marxistes obligatoirement, il y a un fait, vous ne pouvez pas penser durablement d'une certaine façon si ça n'est pas en accord avec votre praxis, avec ce que vous vivez. Donc il faut construire les infrastructures adaptées à ce que vous voulez penser d'une certaine façon. Et donc on proposait la base autonome durable, c'est-à-dire petit à petit, pour dire les choses simplement, de plus en plus de gens qui se mettent en situation de ne plus dépendre du système. Ça ne veut pas dire que les types sont nécessairement des ermites vivant dans leur grotte. Ça veut dire que si demain ils perdent leur boulot, ben c'est pas grave. Ils ont un point de chute où ils peuvent vivre à peu près en autonomie. Ça veut dire que si demain Internet est coupé, ou Internet passe en Occident sur un modèle chinois, on verrouille, il y a des réseaux qui sont mis en place entre ces BAD pour échanger des informations librement. C'était ça l'idée. Ça a été repris par un auteur qui donc a été publié par la maison d'édition, qui s'appelle M. Piero San Giorgio, dans un livre qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, où alors lui, il ne pose pas tellement le problème en termes de libération par rapport au système, parce qu'il part du principe que le système va s'écrouler. Moi, ce que je crois honnêtement, à titre personnel, c'est que ce système risque de s'écrouler en 2 temps. C'est-à-dire que je pense que dans la décennie qui vient, manifestement, il va y avoir des trucs qui vont se casser la gueule. Piero San Giorgio part du principe que tout va s'écrouler ensuite, tout de suite. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une forte probabilité pour qu'il y ait une sorte de truc dégradé qui se mette en place. Tout simplement parce que historiquement, ça s'est presque toujours passé comme ça. Quand vous regardez l'histoire des grands effondrements, en général, les grands systèmes fédérateurs humains, quand ils se cassent la gueule, ils traversent une crise, puis ils mettent en place un truc dégradé qui leur permet de se prolonger pendant un certain temps. Puis la crise revient et là ils retombent. Et là c'est fini. Haut Empire romain, crise, Moyen Empire, mise en place d'un système dégradé, Bas Empire, retour de la crise, c'est fini. En Occident. Et puis en Orient, ça a donné Byzance. En général, c'est comme ça que ça marche. Vous regardez l'histoire, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Ça se fait en 2 temps. Il y a 2 temps qui parfois d'ailleurs s'interpénètrent. Ce n'est pas des trucs forcément très clairs, très linéaires. Enfin bref, il y a des versions dégradées qui se mettent en place avant la chute. Moi, je pense que ce qui nous attend, peut-être je me trompe, on va voir, c'est une version dégradée à caractère pas très sympathique, une sorte de néo-totalitarisme. Totalitarisme des marchés, si vous voulez. Pas très méchant sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire, je ne crois pas trop au retour des vieux totalitarismes d'antan, mais très méchant sur le plan psychologique, une violence psychologique très perverse. Et je pense que ça peut durer 15 ans ou 20 ans, et dans ce contexte-là, la BAD, c'est un endroit pour rester vivant, pour ne pas péter les plombs, pour ne pas faire de bêtises, et pour se protéger par rapport à un environnement qui va devenir dur matériellement, mais aussi psychologiquement, spirituellement, culturellement. Et puis ensuite, ça c'est mon opinion, on verra si l'avenir me donne raison, il y a un moment où ça craquera vraiment. Parce qu'on sera arrivé au bout, et à mon avis, ça ne reprendra pas 150 ans comme sous l'Empire romain. Parce que l'histoire va beaucoup plus vite aujourd'hui. Alors, tout dépend des perspectives technologiques. C'est là qu'il y a une grosse incertitude. Parce que c'est sûr que si, dans les années qui viennent, il y a quelqu'un qui, quelque part, qui a une idée géniale et qui découvre une nouvelle source d'énergie, ça change tout. C'est sûr que si, quelque part, quelqu'un a une idée géniale et découvre de nouvelles techniques agricoles qui permettent
la mise en valeur de sol jusque-là difficile à cultiver, ça change tout. Il y a plein de paramètres qui peuvent interférer. Mais à environnement technologique à peu près constant, à mon avis, après cette mise en place d'un modèle dégradé, ça craque dans 15-20 ans. C'est-à-dire que là, par exemple, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que le prix du pétrole va exploser. C'est pas pour rien que l'OPEP a mis les pétroles lourds dans les réserves. Ça veut dire qu'ils se préparent à devoir les exploiter. Pour devoir les exploiter, il faut que le prix du pétrole soit multiplié par 3, parce que ça coûte à peu près 3 fois plus cher d'aller chercher des pétroles lourds. Donc, si on passe sur un prix du pétrole multiplié par 3, c'est sûr que ça coûte 10-15 points de PIB à l'échelle globale, quoi. Donc c'est lourd, quoi, comme récession. Et à cette occasion, on a un système dégradé. Puis ensuite, ça tient pendant quelques temps. Puis à un moment, ça s'arrête vraiment, par exemple, parce que effectivement, tout simplement, c'est même pas que le pétrole est trop cher, c'est que quasiment il y en a plus, quoi. Ou il y en a vraiment plus assez, quoi. Ou alors ça peut arriver aussi à cause d'un accident écologique. Ça peut arriver par hasard, hein. Le château de cartes peut s'écrouler par hasard. Après tout, quand on voit comment les choses fonctionnent dans certains pays et qu'on voit qu'ils se dotent de centrales nucléaires, il y a quelques petites Tchernobyl qui est en préparation, là, je veux dire, même chez nous d'ailleurs, on a un gros parc de centrales nucléaires. Le dernier rapport là qu'on a eu dessus n'est pas très rassurant. Dans une situation d'effondrement, disons de très grande difficulté économique où les charges de maintenance devraient être rognées sur le plan budgétaire, allez savoir ce qui peut se passer. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver, et je veux dire, ça peut arriver par accident. Et à mon avis, à un moment, ça s'écroulera complètement. Et alors à ce moment-là, la BAD, dans mon esprit, mais il faut que ça soit fait d'ici là. Et je ne vous cacherai pas que je suis très inquiet sur la capacité des gens à anticiper collectivement. S'il y en a beaucoup, si c'est organisé en réseau, si ce genre d'idées, la BAD ou d'autres, hein, des trucs du même ordre, hein, bon, plein de gens qui pensent à peu près dans la même chose, si c'est organisé en réseau, si c'est important, ça permet de survivre dans des conditions décentes et d'éviter la catastrophe intégrale. C'est-à-dire ça fait filet, ça fait résilience. Et puis c'est le point de départ pour construire quelque chose de nouveau après. Voilà. Pour moi, c'est ça. Alors c'est un vaste projet, hein. Par rapport aux moyens dont on dispose, il y a un petit problème. Enfin, c'est l'idée.